tous, mon nom est Gale Flétour, je suis ravie de vous accueillir à cette table ronde consacrée à la thématique de rebâtir le système alimentaire. Alors vous êtes nombreux dans cet amphithéâtre, vous êtes également nombreux à distance et on vous en remercie. Vous aurez la possibilité à la fin de cet échange de poser des questions, donc surtout n'hésitez pas. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter nos différents intervenants. À mes côtés, Jennifer Barnes, vous êtes directrice des partenariats de The Alliance for a Green Revolution in Africa. Nous avons également Carlos Enrique Cavelier, vous êtes coordinateur de Rêve, vous nous expliquerez après ce que c'est, et président de l'entreprise colombienne Alqueria. Nous avons également Nathalie Béguin, vous êtes économiste, membre du Conseil national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Brésil. Nous avons également à nos côtés Romain Blanchard, vous êtes secrétaire général adjoint du premier syndicat agricole français, la FNSEA. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Thierry Blandinière, vous êtes directeur général de la plus grande coopérative agricole française, InVivo. Et je laisse le soin à mon ami Akiko Suwa Einzanman, qui est économiste au sein du Cercle des économistes et présidente du groupe d'experts des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, d'introduire notre thématique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Depuis 20 ans, la sécurité alimentaire est mise à mal par des chocs multiples, comme le rappelait M. Noubouko ce matin à l'ouverture. Les crises financières de 2008, des désastres naturels, des épidémies et des nombreux conflits dans de nombreux pays. Désormais, plus de 280 millions de personnes dans 59 pays sont en état d'insécurité alimentaire aiguë, selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC, c'est-à-dire que dans ces pays, plus d'un ménage sur 5 n'arrive pas à manger ou est obligé de vendre ses actifs pour manger, avec donc des conséquences à long terme. Ces chocs multiples frappent le système alimentaire à différents points. L'agriculture, les usines de transformation, on se rappelle que les premières victimes du Covid aux États-Unis, c'était les ouvriers dans les abattoirs, les transports, le commerce. En outre, ces chocs frappent les pays l'un après l'autre, ou les ménages l'un après l'autre. Les gouvernements n'ont plus de marge budgétaire pour répondre aux prochains chocs. Les ménages ont épuisé tous leurs recours. Ils se sentent plus soutenus et ils perdent confiance dans le gouvernement. Pour répondre à ces chocs, il faut renforcer le système alimentaire dans son ensemble. Le système alimentaire, c'est 3 éléments. La chaîne de valeur, de la ferme à la fourchette. Il faudrait aussi inclure la collection de déchets. L'environnement alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des conditions dans lesquelles nous prenons nos décisions, comme l'éducation à la nutrition, la publicité, et bien sûr les décisions des consommateurs. Ces 3 éléments ensemble déterminent ce que nous mangeons et son impact sur la santé, la société et la planète. Et tout ceci se passe dans un contexte d'épuisement des ressources, non seulement en terre, mais aussi en eau et la pollution des eaux et des sols. Donc pour rebâtir le système alimentaire, il faut tout d'abord écarter les fausses solutions. Ceci consiste à n'agir que sur un des éléments, à taper sur les agriculteurs ou à taper sur le consommateur, tout demander au consommateur. Une autre mauvaise solution, c'est de trouver un bouc émissaire. Rejeter l'Europe, par exemple, sous prétexte de souveraineté alimentaire. C'est une mauvaise solution, car le déficit commercial alimentaire de la France est avec nos partenaires européens, et non vis-à-vis du reste du monde. Interdire les exportations nous exposerait en plus aux représailles de nos partenaires, alors que nous sommes un grand pays exportateur. Rejeter l'immigration, c'est oublier l'apport de la main-d'œuvre étrangère à l'agriculture, aux usines, au commerce, à la restauration, à la livraison. Rejeter le pacte vert, c'est payer un coût croissant pour compenser les effets de la pollution des sols et de l'eau et la diminution des rendements. La bonne solution, ça consiste à adapter une approche globale de renforcement du système alimentaire dans son ensemble, œuvrer sur tous les éléments du système alimentaire à la fois. Cela requiert de la coordination entre les différents acteurs, ce qui est difficile, car ceux-ci ont des intérêts divergents. Et c'est aussi difficile parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. En France,
La grande distribution est dominée par 6 centrales d'achat qui se partagent 90% des parts de marché. Dans l'agro-industrie, 22 entreprises emploient un tiers des salariés et réalisent 42% du chiffre d'affaires. Les exploitants agricoles sont sans doute la profession la plus inégale en termes de revenus en France. Donc, rebâtir le système alimentaire nécessite de prendre en compte ces différences de taille et de pouvoir entre les acteurs en présence, mais les faire travailler pour tous ensemble, pour assurer la sécurité alimentaire aujourd'hui et demain, et répondre aux enjeux de santé, d'environnement et de justice sociale. Je vous remercie. Merci Akiko. Et justement, on voit bien les dilemmes des pays entre l'idée de préserver le pouvoir d'achat de leurs consommateurs ou de les aider à les recouvrer, ce pouvoir d'achat, afin qu'ils puissent se nourrir, et puis tout en préservant aussi le revenu des agriculteurs. Alors, parfois, c'est des objectifs qui peuvent être difficiles à mener de front. Quelle est la priorité, Thierry Blandinière? Est-ce que c'est quoi? C'est d'assurer la souveraineté alimentaire ou d'assurer aussi la sécurité alimentaire? Bien, mais bonjour à tous. Quelle introduction, c'est difficile de prendre la parole derrière puisque tout a été dit et on voit la complexité du monde dans lequel on est aujourd'hui, la vision de la mondialisation qui a évolué. L'agriculture, si on fait un peu d'histoire, s'est mondialisée très rapidement. Il y a eu les accords du GATT qui ont défini les grandes règles du monde agricole il y a très longtemps en disant les protéines végétales, par exemple, ce sera le Brésil, les États-Unis, puis nous on aura les céréales. On vit encore quand même sur cette segmentation du monde. Et donc maintenant, on voit le côté un peu anxiogène de cette segmentation du monde qui finalement renvoie à des questions de souveraineté parce qu'on était parti dans une logique, après la guerre, de mondialisation heureuse. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on n'est plus là. Pour autant, la mondialisation est là et les marchés sont là. Donc on ne peut pas se replier sur un marché local, européen ou français, voire régional. Ça veut dire qu'il faut arriver à adapter notre politique de mondialisation avec une dimension de géopolitique, notamment dans les céréales. On l'a vu avec le jeu de la Russie aujourd'hui, en Ukraine. On voit les impacts directement sur l'inflation. En fait, le blé est devenu une arme pour certains pays pour générer de l'inflation et déstabiliser nos économies. Et donc, face à ça, quelle réponse on peut apporter, nous, en France? Quelle réponse on peut apporter en Europe? C'est certainement une réponse européenne, bien évidemment, et qui ne restera pas simplement française à cette échelle. Et donc, il faut qu'on arrive rapidement à se coordonner avec une politique européenne, politique publique, qui prend en compte cette nouvelle donne. Le Green Deal qui a été fait, donc lancé juste avant ces crises, n'intégrait pas du tout cette dimension de souveraineté et d'évolution de la géopolitique mondiale sur les céréales notamment et sur les flux d'alimentation mondiale. Et on était dans une logique de dire finalement, regardons qu'un seul problème, c'est comment trouver des solutions par rapport aux enjeux environnementaux et écologiques en France. Et donc on se disait finalement, ou en Europe, baissons notre production, produisons moins mais mieux. Et ça maintenant c'est derrière nous. Maintenant on est dans une logique de dire, si on met la souveraineté au centre, comment produire plus avec moins, mieux, à un prix compétitif, parce que c'est un enjeu aussi d'exportation. On ne peut pas raisonner que sur le marché français, que sur le pouvoir d'achat français, mais on a une responsabilité sur notamment le continent africain qui est déterminant avec le lien avec l'immigration, effectivement, et on a une mission, c'est d'exporter nos céréales dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, jamais on pourra relocaliser la production, en tout cas entièrement dans ces pays. Et donc finalement, il faut imaginer un nouveau monde. C'est le système, recréer des liens, imaginer un nouveau système de partenariat, de co-construction, de rapport de force. Et pour ça, il faut qu'on raisonne vraiment au niveau européen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Green Deal doit évoluer et on doit mettre en avant des solutions et des financements de l'innovation, de la nouvelle technologie, d'imaginer une nouvelle agriculture. Une agriculture de précision qui est en capacité d'augmenter les rendements, donc de satisfaire le revenu des agriculteurs, parce que le revenu des agriculteurs, ce n'est pas que le prix, c'est le prix multiplié par le volume. Hein, c'est parce que c'est comme ça que ça se termine à la fin. Donc finalement, il faut trouver la bonne équation entre la compétitivité, le prix, le volume, donc le revenu qui peut augmenter. Ça veut dire qu'il faut augmenter le potentiel de production dans les hectares en France et en Europe. Comment le faire aujourd'hui? Eh bien, il faut travailler beaucoup sur l'innovation. C'est-à-dire, si on se dit que finalement, demain, on doit travailler sur
une filière décarbonée, ce qui est l'enjeu en agriculture. Je ne vais pas faire trop long, je prends 3 minutes, mais je développe ça. C'est essentiel. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à trouver des solutions sur chaque maillon de la transformation de la filière pour demain, par exemple, garantir au consommateur que le pain qu'il va consommer, la baguette sera complètement décarbonée et qu'à chaque fois qu'il achètera une baguette, il votera en faveur du climat parce que l'entreprise ou la filière s'est engagée en ce sens. Et ça, c'est le pain quotidien. Donc ça a du sens aussi. Et donc, on se dit comment changer ça? Comment transformer la filière blé, par exemple, en France et en Europe? Donc, on peut travailler sur les différents niveaux de transformation dans la chaîne, c'est intéressant. Donc, de l'agriculteur, j'y reviendrai. Puis ensuite, première transformation, les moulins, deuxième transformation, boulangerie, etc. Tout ça, ça peut être demain, grâce à l'énergie nouvelle, électrique, on peut décarboner facilement les transformations, la logistique. Par contre, quand on arrive au niveau de l'agriculteur, c'est plus compliqué parce qu'il y a un enjeu, notamment sur, par exemple, les engrais. Les engrais, aujourd'hui, on les importe, donc il y a un problème de souveraineté. Et en plus, on importe du carbone. Et dans la chaîne de valeur d'une baguette, les engrais, c'est 25% pratiquement, pour faire simple. Donc si demain, on arrivait à passer aux engrais d'hiver, quelque part, on règle déjà 25% du bilan carbone, par exemple, d'une baguette de pain. Ouais. Donc à partir de là, nous, on se dit globalement qu'il y a un enjeu qui dépasse finalement la filière agricole et qu'il faut regarder aussi à côté des autres filières de l'industrie. Donc comment, par exemple, relocaliser des usines d'engrais verts en France à base d'hydrogène dans un nouveau projet et donc de pouvoir permettre aux agriculteurs d'acheter des engrais verts. Certes, il va falloir des compensations aujourd'hui, mais au même prix que les engrais actuels. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait changer d'échelle et basculer la chaîne alimentaire et démontrer qu'à l'échelle, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein d'initiatives positives, des petites filières qui travaillent dans ce sens, mais les enjeux sont considérables. Il faut travailler à l'échelle. Et à l'échelle, ça demande des transformations massives, notamment sur comment les intrants évoluent, c'est-à-dire comment les fournisseurs d'engrais évoluent, comment les fournisseurs de pesticides évoluent, comment on trouve des solutions alternatives aux pesticides, comment on flèche de l'innovation sur des biostimulants, sur du biocontrôle, comment derrière on travaille aussi la qualité des sols et la biodiversité, et comment on rentre dans cette dynamique-là. Donc, tout ça à un prix compétitif, parce que si tout ça, ça coûte 50% plus cher, personne n'achètera, il n'y aura pas de marché. Donc c'est ça l'équation dans tous les pays. Et donc on doit pouvoir y arriver aujourd'hui, parce que beaucoup d'entreprises, et il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui ne sont pas connues, qui sont sur la table et qui sont en train d'émerger. Donc moi, je reste très optimiste. Et comment on finance ces transitions? Comment on flèche de l'argent public au départ pour lancer ces transitions? Et ensuite, le marché répondra présent parce qu'on sera à l'échelle et on aura des économies d'échelle et on sera compétitif et on ne sera pas forcément plus cher. Donc voilà, simplement, sans faire trop long, je voulais vous dire qu'il y a des solutions. On y travaille, les fournisseurs y travaillent. Il n'y a pas qu'en France. Voilà, aux États-Unis, au Brésil. Bon, je sais qu'il y a une vraie prise de conscience de comment régler cette équation, produire plus et mieux avec moins et durable. Donc, soyons optimistes. Je pense que dans les 5-10 ans, vous allez voir des solutions qui vont avancer dans la bonne direction et qui vont nous aider à lutter contre le réchauffement climatique et de démontrer que l'agriculture fait partie de la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci Monsieur Blandinière. Vous m'avez fait une transition toute trouvée pour Romain Blanchard parce que justement, on le voit bien, la question c'est comment en tant qu'agriculteur on arrive à avancer sur cette question des revenus sans forcément mettre à mal toute la transition environnementale. On l'a vu là, au sortir de la crise agricole en France et en Europe qu'on a dû quand même mettre sur pause certaines avancées qui étaient prévues sur la transition. Donc comment est-ce qu'on arrive à tout mener de front? Et votre expérience est intéressante parce que vous êtes donc à la tête d'une exploitation de vignes et de céréales. Oui, bonjour. Vous avez dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on demande beaucoup de choses à l'agriculture, autre que sa mission ancestrale qui était de nourrir. Et tout ce qu'on fait a un coût. Et c'est un métier, nous, que nous faisons. Donc on cherche du revenu. Si j'ai bien compris votre question, c'est ça la base. Alors il y a deux choses. Il y a plusieurs choses même. Qu'est-ce que le consommateur est prêt à payer pour son alimentation? Alors, je parle que du domaine franco-français, hein, je vous laisserai le soin d'élargir à l'international. En Europe occidentale, on a l'impression que c'est un droit à l'alimentation, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus faim, et donc la masse monétaire qu'on est prêt à accorder à notre alimentation diminue. Il y a donc une acceptation au prix, ça c'est le premier truc. Quelle mission on va arriver à payer? Est-ce que c'est maintenir la biodiversité, capter du carbone, bien payer nos collaborateurs, parce qu'on est dans un milieu qui emploie beaucoup de main-d'œuvre à différents niveaux de qualification. Donc tout ça coûte de l'argent à l'exploitant, il faut le répartir. Ça, c'est une première chose. Mais il y a
encore une deuxième chose, et je reviens à ce que vous avez dit, Madame Soua, au début, où on est dans un système alimentaire, puisqu'on parle de ça, où il y a quelques opérateurs qui représentent une part significative du volume. Et donc, il faut s'interroger sur la répartition de cette valeur sur toute la chaîne de production, donc producteurs, transformateurs, distributeurs. Il y a un exemple que je trouve très parlant et qui peut synthétiser les difficultés qu'on a aujourd'hui à la production. Alors, vous êtes ici à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le premier département producteur de pêche de France. Donc en ce moment, on est en pleine saison des pêches. Il se trouve que hier matin, sur un marché d'intérêt national à Château-Renard, les pêches de calibre A, c'est les grosses pêches que vous pouvez trouver dans les supermarchés, elles s'achetaient à 1 € le kilo sur Semine, directement aux producteurs. Et les mêmes pêches étaient distribuées en grande surface, qui est notre système majoritaire de distribution, hier soir, à 5,90 €. Donc tout ce que je vous ai dit sur le consentement à payer du consommateur, tout de suite, on voit que c'est faussé là-dedans. Donc je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion plus globale, et c'est pour ça que c'est intéressant votre thématique. Il faut qu'on s'intéresse à la manière dont on produit, à ce qu'on met derrière l'acte de production, donc encore une fois, préservation des denrées naturelles, des écosystèmes, partage avec nos collaborateurs, recherche, mais aussi sur le partage de la valeur intrinsèquement créée par l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, ça a quand même un coût, même si je vous ai dit que ça diminuait dans le budget des ménages, mais qui c'est qui la capte dans toute cette chaîne que nous constituons? Parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important, je trouve, dans une chaîne, c'est qu'une chaîne, elle a la résistance du plus faible de ses maillons. Et si à chaque fois celui qu'on pressurise, c'est le maillon de la production, qui est l'origine de la chaîne, on se rend bien compte qu'à un moment ou à un autre, ça va casser. Et toutes les avancées dont vous parliez, qu'on essaye de mettre en place, nous, peut-être pas assez vite, peut-être qu'on recule, qu'on avance, qu'on se cherche, mais en tout cas, si la production agricole s'arrête et n'est plus rentable, parce qu'encore une fois, c'est un métier, tout ce qu'on aura pu mettre derrière va s'arrêter en même temps. C'est vrai qu'il y avait une loi qui était en préparation en France et qui là a été mise sur pause en raison du contexte politique que l'on connaît, malheureusement, qui devait effectivement vous aider, vous les agriculteurs. Non, c'est sûr que c'est une thématique complexe. Je vous propose qu'on aille du côté du Brésil avec vous, Nathalie Béguin. Vous me disiez le système n'est plus tenable. Il faut en sortir. Il faut permettre de remettre un système qui tue, qui devient insupportable. Racontez-nous et expliquez-nous aussi, s'il vous plaît, concrètement ce que vous avez mis en place justement au Brésil. Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Oui, donc je pars un peu de l'Europe et je vais au Brésil parce que là-bas, on vit encore une tragédie c'est un des plus grands producteurs d'aliments du monde, mais on a plus de 30 millions de personnes qui ont faim. Quand je dis faim, c'est qu'ils ne mangent pas tous les jours vraiment, par les statistiques officielles. Et bon, c'est pas permis. Mais qu'a-t-on fait au Brésil pour qu'au début des années 90, on ait plus ou moins 20% de la population en situation d'insécurité alimentaire grave et que ce soit terminé en 2014 quand moins de 5% de la population vivait cette condition, ce qui est considéré acceptable? Eh bien, c'est un peu ce que vous avez dit, Kiko. On a mis en place, je dirais, une technologie sociale et de politique publique qui a 3 ingrédients. D'abord, c'est un Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est un conseil consultatif au président de la République, qui a 72 membres, 24 ministres et 48 représentants de la société civile. Et c'est là où je suis comme ONG. Je travaille pour une ONG au Brésil. Et ce conseil, donc, est responsable de l'élaboration d'un plan tous les 4 ans de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et en même temps que le conseil, il y a une chambre interministérielle de ministres qui est responsable pour l'exécution du plan. Donc c'est un peu ce que vous avez dit, Akiko, on a la coordination, on a l'articulation interministérielle pour justement pouvoir envisager les 3 points que vous avez dit, donc de la production à la fourchette et puis la consommation et l'éducation alimentaire, si je ne me trompe pas. Donc l'idée pour pouvoir faire face à l'insécurité alimentaire, en notre cas la faim, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et grâce à ça, on a pu mettre en place des politiques publiques pour avoir accès aux aliments. Donc le programme le plus connu, c'est le transfert de revenus qui s'appelle Bolsa Família. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un énorme programme de transfert de revenus qui atteint plus ou moins 80 millions de personnes au Brésil.
On a mis en place des programmes de soutien de la production agricole familiale, parce que la grande production brésilienne, ce n'est pas celle qui produit les aliments de tous les jours. C'est celle qui produit le soja, le maïs, la viande, mais pas les haricots, le riz, ce que nous, on mange tous les jours à table. Donc, il y a eu des grands programmes de subsides pour l'agriculture familiale. On a mis en place un énorme programme d'alimentation scolaire qui alimente les enfants tous les jours, 40 millions d'enfants. On a mis en place des mesures de régulation parce qu'un des grands problèmes au Brésil, c'est le changement de la diète. À la base, la diète alimentaire brésilienne, elle est très saine. Donc, les haricots et le riz, c'est un parfait équilibre. Mais avec la vie de plus en plus difficile, malheureusement, les produits ultra processés, je crois qu'on dit en français, les produits ultra transformés. Ultra transformés. Les produits ultra transformés prennent de plus en plus, ils sont meilleurs marché, ils sont plus faciles pour cuisiner et ils prennent de plus en plus de place dans les diètes des Brésiliens. D'ailleurs, le Brésil est le 3e pays le plus obèse au monde en fonction de ça. Donc, on a mis tout en place toutes ces séries de politiques publiques qui ont permis de défaire le problème de la faim. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on a eu un gouvernement d'extrême droite au Brésil pendant 4 ans. Ils ont démonté tout ça. Et en 4 ans, la faim a remonté et atteint maintenant 33 millions de personnes. Donc, c'est très long à mettre en place et c'est très facile à détruire. Donc, il faut faire très attention à qui on vote parce qu'on peut très bien tout démonter d'un jour à l'autre. Et c'est ce que nous avons vécu au Brésil, malheureusement. Merci pour votre témoignage, en tout cas, parce qu'il est important à entendre. Alors, Carlos Cavelier, vous êtes président et coordinateur de Rêve d'Alqueria. Donc, Alqueria, c'est un des plus grands producteurs de lait de Colombie. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un coordinateur de Rêve? Parce que je crois qu'on est quand même tous très intrigués. Bon, merci. C'est un plaisir d'être ici aux rencontres économiques. Je suis anthropologue, alors c'est difficile pour être PDG, actionnaire d'une entreprise, et ça fait beaucoup de hiérarchie. Alors, être coordinateur de Rêve mène les gens à voir dans un même niveau, travailler plus ensemble et pouvoir commettre des problèmes et pas avoir à craindre quand on se met dans des problèmes. Alors c'est pour ça qu'on a aplati notre structure et on a commencé par la dette. C'est pour ça. Bon, je vais parler un peu sur l'économie colombienne en agriculture. Mais j'ai fait une petite bêtise de traduire en anglais. Allez-y en anglais, vous serez traduit en temps réel pour notre public, il n'y a pas de souci. Eradicating poverty. Alors, pour éradiquer la pauvreté en Colombie, c'est très important pour la paix. La Colombie est un pays où le territoire fait 2 fois la taille de la France, qui n'a jamais été en mesure de contrôler. Comme Daniel Pico l'a dit, et c'était difficile, c'est une source de violence en Colombie. Nous vivons dans un tiers du territoire, dans la partie centrale-ouest, 2 millions, 22% vivent en fait dans la campagne, près de la frontière. Il y a des groupes, 2,2 millions de foyers cultivent leurs propres fruits, leurs propres légumes, le cassava, les bananes. Notre PIB ne dépasse pas 8% du PNB. Et c'est moins de la moitié des revenus du reste de la population colombienne, qui est plutôt urbaine. L'absence de la présence de l'État entraîne de la violence, mais le manque d'opportunités durables pour les agriculteurs est aussi critique. Ce qui entraîne en fait une pauvreté, ce qui nous laisse en fait juste les 2 tiers uniquement du salaire minimum. On arrive à 1,33
du salaire minimum, et c'est une priorité nationale. Ça devrait être une priorité nationale. Il y a l'abandon de... Il faut absolument lutter contre des céréales illégales, hein, qui pourraient faire l'objet de narcotrafic. Il y a il y a le café, le cacao et le lait qui pourraient permettre d'améliorer pour 3,8 millions de personnes pourraient sortir de la vulnérabilité, de la pauvreté. 5,6 milliards d'euros pourraient être générés ainsi pour le cacao, par exemple. Comme exemple, l'année dernière, on a produit 6,5 tonnes sur 6,4 millions d'hectares pour 64 000 familles qui ont exporté le grain et aussi des choses à valeur ajoutée à hauteur de millions d'euros, ce qui les a laissés dans une situation qui était en dessous du seuil de pauvreté. Si on plantait 1 million de plus de cacao, on pourrait nourrir 250 000 familles de plus. Et ça entraînerait 2 milliards d'euros. On pourrait augmenter les prix, on pourrait augmenter la productivité, ce qui entraînerait une augmentation d'argent de revenus pour les foyers. Et ça pourrait les faire sortir de la pauvreté. Bien sûr, sans aucun doute, une réforme agricole est nécessaire pour changer cela. Pour vous donner un aperçu sur ça, 14 millions d'hectares de terres ne sont exploités qu'à raison de 6%. 20 millions d'hectares ont planté. Il y a eu des tonnes également de céréales qui ont permis d'augmenter le PIB. Ça, c'est 8% de plus que le PIB national et 1,5 fois plus que le PIB national actuel. Avec 4,6 millions qui en dépassent de 17%, notamment pour le tabac, le riz, les fruits, tout ce qui est maïs, les légumes. Nous aurions alors un instantané des ressources qui pourraient faire l'objet d'un budget raisonnable pour la Colombie. Ça passe 22% du PIB de la Colombie. À ce moment-là, les agriculteurs pourraient avoir les mêmes revenus que leurs homologues urbains. Du moins au niveau économique, 15 millions de paysans colombiens ont besoin d'augmenter leurs revenus. Thank you very much. Let's move across to Africa. Barnes, vous êtes directrice donc, des partenariats de The Alliance for a Green Revolution in Africa. Comment est-ce que vous la menez concrètement, cette transformation du système alimentaire en Afrique, et comment est-ce qu'on arrive à la financer? C'est toujours un défi de parler au nom d'un continent. L'Afrique est tellement diversifiée, mais dès lors qu'il s'agit de problématiques au niveau de la transformation de nos systèmes alimentaires, on voit des dénominateurs communs. Certaines personnes vivent dans des zones rurales. Alors 80% de ces 100% doivent dépendre sur l'agriculture pour leurs revenus. Ceci dit, ceux qui cultivent l'alimentation pour l'Afrique se trouvent également dans les lieux où on trouve les taux les plus élevés de malnutrition. C'est ironique, n'est-ce pas? Et je suis d'accord que c'est urgent, vous l'avez souligné, il faut changer la donne. Parce que l'économie rurale est sous-financée, les agriculteurs sont sous-financés. Je vous donne un exemple. En moyenne, il y a un tracteur, 10 tracteurs par kilomètre carré. Si on compare à l'Inde, où il y a 123
tracteurs par kilomètre carré. Je ne dis pas que les tracteurs vont résoudre tous les problèmes du monde, mais ça nous donne une indication vis-à-vis de l'écart au niveau de la technologie, les entrants et toutes les choses dont a besoin un agriculteur. Alors, ma position est assez simple. Il faut résoudre les problèmes des agriculteurs africains pour résoudre les problèmes du système alimentaire du monde. Je suis optimiste. Je ne souhaite pas que mon message soit négatif. Je ne veux pas focaliser sur tout ce qui manque parce qu'il y a un potentiel énorme sur ce continent. La Banque de développement africaine a calculé que l'Afrique pourrait générer $1 trillion en agriculture. Le moteur est la démographie et l'agrandissement de la population. Il y a 36 écosystèmes de biodiversité en Afrique. Donc, lorsque on parle de l'action climatique, ce continent-là peut jouer un rôle décisif dans la résolution de ces problèmes. Moi, je suis optimiste, comme je l'ai déjà dit. L'Afrique a le potentiel d'être le panier de pain, non pas seulement pour son continent, mais au-delà des frontières. Moi, je travaille pour une organisation qui a été fondée par Kofi Annan, parce que lui, il était frustré de voir que l'évolution verte, qui a donné des meilleures graines aux agriculteurs partout, y compris en Colombie et au Brésil et en Asie, avait oublié l'Afrique. Mais nous avons certains apprentissages grâce à ces décennies et surtout sur les systèmes de graines. Et voilà mes solutions, je vous les présente. Il faut adopter un système, une approche de système alimentaire qui n'est pas en silo. Et donc, la plupart des COP jusqu'à présent ont parlé de la complexité des agriculteurs. Et je vous entends lorsque vous avez un vignoble, par exemple. Tous les problèmes arrivent ensemble. Ce n'est pas séquentiel ou dans un silo comme on peut imaginer. Non. Alors, l'approche doit être flexible. Nous avons un accord de libre-échange en Afrique, c'est clé. Il faut structurer les flux au sein de ce continent. C'est extrêmement important pour les agriculteurs avec un surplus pour pouvoir augmenter leurs revenus. Mais il y a beaucoup plus de choses à faire. Plusieurs décisions clés prises par les décideurs sur le continent sont dépourvues de données et d'analyses. Alors voilà certains des facteurs qui demandent un investissement. Mais revenons à l'agriculteur et comment lui, il joue un rôle dans la chaîne de valeur. Il faut une solution intégrée qui nous permet, à travers toute la chaîne de valeur, de réduire la fragmentation et de réduire le risque. On pourrait imaginer des programmes style un financement inclusif et différents outils de financement. Cela a trait vis-à-vis de la coordination des agriculteurs pour les lier au processus du marché. C'est toute la chaîne de valeur et ça ne se produit pas suffisamment. Je voudrais également souligner très rapidement 2 ou 3 petites choses. Le dernier kilomètre pour atteindre le kilomètre. Il est beaucoup plus facile de faire voyager une bouteille de Coca-Cola. On peut acheter plus facilement du Coca-Cola que les bonnes graines, etc. Et il faut développer les technologies. Il faut avoir un modèle économique qui atteint les agriculteurs d'une manière abordable, d'une manière qui les forme, qui leur donne les informations. Ils savent mettre en œuvre les choses. Je parle de ces méthodologies parce que l'approche est très importante. Ça va décider si oui ou non on va pouvoir transformer quelque chose. C'est comment nous fournissons un changement, comment nous livrons cette formation. Dernier point, les systèmes gouvernementaux et leur capacité de livrer. On a eu des déclarations des décennies plus tard. Les gouvernements africains investissent 10%. Alors, comment est-ce qu'on mesure les progrès? Comment responsabiliser les gens? Moi, je suis ravie de parler de comment financer toutes ces choses-là à l'avenir. Merci beaucoup.
alimentaire et souvent c'est l'échelle mondiale qui semble la bonne, mais on voit également la tentation de nombreux pays, y compris certains politiques à l'heure actuelle en France, d'aller vers plus de protectionnisme. Jusqu'où il faut aller dans les accords de libre-échange? J'aimerais bien avoir votre avis, Romain Blanchard. Comment est-ce qu'on doit se positionner en France par rapport à ces accords? Alors, c'est difficile pour moi de répondre, mais vous le savez, parce qu'on avait échangé là-dessus, parce que je suis à la fois céréalier et viticulteur. Un réflexe facile serait de dire la France est un grand pays agricole, on a capacité à être autosuffisant, fermons les frontières, comme ça on aura des prix qui correspondent à nos coûts de production. C'est facile. Il se trouve que, mais vous l'avez bien dit, d'abord on exporte. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi je suis viticulteur. C'est-à-dire, puisqu'on parle de chiffres, on est dans des rencontres économiques. Moi je fais sur l'atelier viticole 70% de mon volume et plus de 60% de ma marge à l'export. Donc vous comprenez que si on ferme les frontières, ça ne va pas m'arranger. En fait, c'est ce qu'on arrive à retranscrire dans les interventions de mes 3 voisins, et dans la vôtre aussi, excusez-moi. C'est un système extrêmement complexe, l'agriculture, mais à tous les niveaux. Au niveau local, on en a parlé avec la biodiversité, etc. Mais tous ces échanges participent à un équilibre global. Et moi, j'ai grandi dans un monde ouvert. Et je voudrais que ça continue. On parlait de transmission, je voudrais que ça continue pour mes enfants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'agriculture soit aussi ce vecteur d'ouverture. Donc le rejet pur et simple des accords internationaux ne me semble pas, à titre personnel, une alternative crédible. Merci pour votre réponse. Nathalie Béguin, on parle beaucoup en France des accords entre l'Europe et le Mercosur. J'aimerais bien vous entendre, ainsi que M. Blandinière, sur ce sujet. Quel est votre point de vue? Je vais me permettre de ne pas être tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'un réseau d'organisations d'Amérique du Sud, du Mercosur, qui fait partenariat avec des organisations d'Europe. Et nous, on est contre, on n'est pas le principe d'accord, mais on est contre l'accord Union européenne-Mercosur parce que dans les conditions dans lesquelles l'accord est en train d'être négocié, c'est très mauvais pour l'agriculture familiale brésilienne. Parce que l'agriculture moderne au Brésil, c'est bien, ça alimente beaucoup d'animaux dans le monde, hein, notre maïs, notre soja, mais ça détruit nos paysages et ça détruit la forêt d'Amazonie. Et ils ont beau dire que non, mais par exemple, on parlait tout à l'heure du Mato Grosso où vous avez été, qui est un État qui était le cœur de la savane brésilienne. Et bien maintenant, c'est des kilomètres de rien. Il n'y a pas de rien, je veux dire, il y a de champs, il y a du maïs, mais il n'y a pas un arbre. Il n'y a plus les réserves indiennes, les peuples originaires, ils ont été disséminés. Et c'est ça, nous, on ne veut pas. Ça, on ne veut vraiment pas. Donc, on peut coopérer, je pense qu'on doit coopérer, mais coopérer d'une autre façon, d'une façon où on puisse s'alimenter sainement, convenablement, respectant nos biomes, respectant les habitudes alimentaires. Beaucoup comme vous êtes protégés en France pour ça. Et nous, on veut être protégés aussi pour pouvoir récupérer les traditions et récupérer une alimentation saine et pas une alimentation, comment c'est, super transformée, ultra transformée. C'est ça? Ultra transformée. Donc c'est pour ça que nous, on est contre l'accord. Thierry Blandinière, vous avez envie de réagir? Nous, on est contre pour d'autres raisons, mais finalement, on se rejoint. Parce que finalement, la grande agriculture brésilienne doit aussi intégrer les enjeux sociétaux, environnementaux, doit faire son bilan carbone, doit avoir sa qualité des sols, doit rentrer dans les cahiers des charges environnementaux et sociétaux européens en termes de cahiers des charges. Et donc là, on serait très heureux d'importer du soja brésilien qui répondrait à ce cahier des charges-là. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, mais on ne peut pas baisser notre production en France, parce que finalement, en mettant des pressions environnementales trop fortes, on perd en rendement, même s'il y a des solutions, pour augmenter les importations du Brésil. Je ne parle pas de l'agriculture locale, mais la grande exportation au Brésil, qui ne fait aucun effort pour adresser ces sujets-là. Et donc, c'est ce qu'on appelait les injonctions contradictoires, et c'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs sont descendus dans la rue, y compris en Europe, pas qu'en France, l'hiver dernier. C'est pour faire prendre conscience aux politiques qui sont complètement hors sol actuellement, on le voit bien,
de comprendre quand même qu'on ne peut pas traiter un problème simplement avec une solution sans prendre connaissance des impacts et de l'étude d'impact qu'il faut faire dans on comprend telle ou telle décision. Et les clauses miroirs, donc ça c'est une solution, mais j'ai appris que maintenant l'Europe, en tout cas, n'avait pas accepté ces clauses miroirs. Enfin, je ne sais pas, c'est en discussion au Parlement. C'est une réponse en disant, OK, on accepte, mais à condition que les deux parties s'engagent dans la même vision du monde et la même agriculture. Donc c'est un rapport de force politique. Je suis heureux d'entendre qu'au Brésil, tout le monde n'est pas aligné avec la posture aujourd'hui du gouvernement brésilien. Mais je comprends aussi que c'est un enjeu d'exportation. C'est un peu leur pétrole à eux. Donc quelque part, tout ça part en Chine. C'est beaucoup de devises qui revient quand même dans le pays, qui peut ruisseler aussi pour la petite agriculture. Donc tout ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas une solution. Mais il faut au moment donné que tout le monde se mette d'accord sur quelle agriculture on veut demain. Alors l'agriculture paysanne, elle existera toujours, elle existe aussi en France, et il faut la préserver. Les circuits courts, s'il y a un marché, pourquoi pas. Le bio, s'il y a un marché, pourquoi pas. Mais la grande agriculture compétitive, il faut qu'elle rentre dans ces grands enjeux environnementaux et que finalement, c'est le même combat pour tout le monde. Et j'avais été donc à Brasilia il y a 3 ans, rencontrer le ministre de l'Agriculture brésilien, parce qu'on a des filiales là-bas, pour échanger sur ce point-là. Et c'est un peu compliqué parce que quand on parle de qualité des sols, je donne un exemple. La qualité des sols du Mato Grosso est très riche. Les sols français sont plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'en ayant brûlé des forêts, ils ont enrichi leur agriculture. Donc si demain on dit finalement on qualifie la qualité des sols, le Brésil et le Mato Grosso bénéficient d'un effet d'aubaine, quelque part, pour avoir plus de crédit carbone que l'agriculteur français qui fera des efforts pour gagner en qualité sur ces sols. Vous voyez, c'est compliqué. Donc tout ça, il faut bien le mettre à plat. Ce n'est pas une solution simple, mais il faut absolument rentrer dans un schéma de normes internationales et de parler le même langage si on veut faire des importations brésiliennes et si on veut signer les accords du Mercosur. C'est ça l'enjeu. Il me semble, c'est pas moi qui signe, mais c'est ma recommandation. Est-ce que Jennifer Barnes, comment le continent africain peut-il lui aussi peser dans ces échanges mondiaux? C'est intéressant. Je ne suis pas expert en commerce international, mais j'ai une contribution à faire. Le marché des biens de consommation international ont un impact sur les agriculteurs africains de plusieurs manières, même les petits artisans. Mais les prix européens ont engendré une crise des engrais en Afrique. Mais maintenant, les Africains sont plus intéressés sur la création d'un marché des engrais internes, puisqu'on ne souhaite pas que les Brésiliens nous impactent, être en chaos à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit ailleurs. Deuxième, accès aux marchés internationaux. L'Asie, l'Europe, c'est absolument fondamental pour les agriculteurs africains, mais pour ceux qui sont à plus grande échelle. Et les jeunes diplômés qui sont au chômage, ils commencent à cultiver les champignons et les poivrons et tout à petite échelle. Oui, il faut vraiment analyser les normes qualitatives et les projets qui sont réplicables. Pour la majorité des agriculteurs américains, le fait d'ouvrir un marché régional va être la clé à un bien-être. Donc, d'ici 5-10 ans, s'il y a un autre représentant, j'espère être à la retraite d'ici là, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va venir pour parler ici. Et si ce n'est pas le cas, on va être dans le pétrin. Il y a beaucoup de défis. Il faut avoir un accès au financement. Il faut avoir des machines agricoles abordables. De mon point de vue, nous parlons à différents niveaux vis-à-vis de l'impact sur le continent. J'espère que ça va aider la situation. Dernier point. En Afrique, il est difficile de toujours parler avec une voix. Les défis sont souvent partagés, transversaux. Mais notre conversation avec le reste du monde, l'agriculture peut avoir une voix. Il y a un peu d'opportunisme, bien sûr, et ça ne nous aide absolument pas.
Mais il faut que le reste du monde comprenne que ces dynamiques internes sont liées aux marchés internationaux et comme votre comportement est très important pour nous. Et puis, notre expérience avec certaines chaînes de valeur des biens de consommation, le cacao, le café et tout ça, on ne souhaite pas répliquer cela à l'avenir. On va tirer les enseignements, on va essayer de créer un système de biens de consommation différent à l'avenir. Merci de votre écoute. Quelle est la bonne échelle pour vous pour intervenir? Vous pensez dans une échelle mondiale ou vous êtes déjà à une échelle colombienne où il y a tant à faire? Vous nous l'expliquiez tout à l'heure. Oui, nous sommes dans le partenariat États-Unis et l'Europe, dans des traités de libre-commerce. Et par exemple, dans le lait où nous sommes, ça commence à monter, les importations. Et dans l'année 26, 27, les importations seront totalement ouvertes. Mais nous ne sommes pas vraiment prêts pour cela. On a vraiment, excusez-moi le mot, gaspillé 15 ans de travail avec les petits fermiers pour leur transformation. Parce qu'ils peuvent, 300 000 petits laitiers qui pourraient produire 3-4 fois le lait que la Colombie produit, mais ils produisent 10 litres par fermier. C'est rien. C'est 5 petites bouteilles. Et s'ils se transmettent dans 100 litres par fermier, 300 000 litres, vous pourrez être un exportateur en moyenne terme de la taille demi de la Nouvelle-Zélande, qui a vraiment des problèmes, comme tout le monde, avec le réchauffement de la planète et les problèmes de méthane de ces vaches. Nous sommes très clean et nous aurons j'espère, résolu le problème de la méthane avant 6-7 ans, avec des compléments alimentaires pour les vaches. Alors ça devrait nous aider beaucoup. Merci pour vos échanges les uns les autres. On a quelques minutes pour passer aux questions. Alors voilà, on va passer dans les rangs pour pouvoir vous donner des micros afin de pouvoir vous entendre. Bonjour, merci. Diego Mignot. J'ai une question soit pour M. Blanchard ou M. Blandinière, parce que c'est une question sur la France. En fait, c'est une question sur la production animale. Et en fait, j'ai une crainte et je voudrais savoir si vous la partagez. Et si vous la partagez, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire à ce sujet? C'est très simple. Ma crainte, c'est que dans 15 ans, on se retrouve sur la production animale en France, un peu comme on s'est retrouvé sur la filière nucléaire il y a 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tout est cassé, que des savoir-faire sont perdus, qu'on a déjà perdu beaucoup de compétitivité vis-à-vis de nos voisins avec des cheptels qui ont baissé, mais que ça soit encore pire et au bord d'être irréparable. Voilà. Donc ma question est, est-ce que vous avez également cette crainte? Et si vous l'avez, qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait? Bonjour. Je risque de ne pas être très positif, mais je partage votre crainte. Parce que quand on voit la démographie, alors agricole en général, mais dans l'élevage en particulier, elle est justifiée. Puis on voit bien qu'il y a une tendance sociétale à s'en prendre à l'élevage. Alors on peut parler du bien-être animal, on peut vous parler tout à l'heure du méthane. Il y a une espèce d'attaque multifactorielle sur le monde de l'élevage, plus des conditions de vie des éleveurs, ou quand on est éleveur laitier. Aujourd'hui, quand on vit en France, un métier où il faut être tous les matins à 6 heures, quoi qu'il arrive, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur son exploitation, sur son lieu de travail, mais où il faut également y être de 18h à 20h, tous les jours, ça devient très difficile. En plus forte raison quand ça ne génère pas de revenus, ce qui est le cas aujourd'hui, ou en tout cas des faibles revenus. Et puis, comme vous l'avez dit, on est sur des filières assez structurées parce qu'on transforme. Alors trop peut-être, je ne sais pas, on vend aussi du lait, pas brut mais presque. Et une fois qu'on aura détruit les outils collectifs et les outils de la filière,
on aura perdu en compétitivité un peu sur le modèle industriel en général, ce qu'on a vécu en France ces 30 dernières années. Une fois qu'on a détruit des filières, on se rend compte que le niveau d'investissement pour les reconstruire est colossal et qu'on n'en a peut-être plus les moyens. Tu as tout dit. Il y a un enjeu, c'est pas simple à gérer parce qu'en fait, si on veut être compétitif, il faut revoir le modèle économique de la filière. Ça veut dire qu'il y a des effets de taille, et donc au niveau de l'exploitation, pour financer plus de robotique, moins de charges salariales quelque part, et moins de peine au travail. Et tout ça, ça renvoie à des fermes d'une taille difficile à développer en France aujourd'hui. Je ne parle pas de la ferme des 1000 vaches qui sont du 500 puis 0. On voit bien qu'il y a malheureusement l'opinion publique n'est pas prête à accepter ce changement de modèle. Pourtant, ça serait la solution si on veut parler de souveraineté et si on veut parler même parfois d'environnement, parce que souvent, et l'Allemagne de l'Est, qui est maintenant Allemagne tout court, avec ses fermes et ses kolkhozes, ont su démontrer à l'échelle aujourd'hui qu'ils étaient capables de travailler une économie circulaire et d'être très compétitifs sur le lait, sur les poulets, sur le porc aujourd'hui. Et donc la balance commerciale, je vous le rappelle, entre la France et l'Allemagne, s'est complètement inversée depuis l'intégration de l'Allemagne de l'Est, parce que c'est cette agriculture de cette région-là. Ils ont su réinventer le modèle en accord avec les écologistes allemands pour démontrer que finalement une grande ferme, ça avait du sens aussi au niveau environnemental, tout en étant compétitif. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les premiers producteurs aujourd'hui en Europe. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il n'y a plus de poulet standard en Bretagne, moins de porc et moins de lait, que tout est importé d'Allemagne, parce que ce n'est pas le Brésil, hein. On parle au niveau européen. Voilà, c'est un exemple. Alors après, quand on va vers la Pologne et demain l'Ukraine, vous voyez les enjeux. Et donc c'est vrai qu'on peut être inquiet sur la filière française aujourd'hui, sur ce type de programme, parce qu'on ne sera plus compétitif et on va se décaler de plus en plus. Alors tout ça, bon, deux solutions, soit on l'accompagne, la transition, et on prend acte, et on trouve des partenariats avec nos voisins européens, ou alors on repense complètement le modèle, mais ça va nécessiter beaucoup de force politique. Ah. Alors, est-ce qu'on prend une dernière petite question avant de laisser Akiko conclure? Est-ce que vous aviez... Alors, on me fait signe que non, je suis désolée, le temps a filé. Bon, bah, je laisse la conclusion à Akiko. Je voudrais vous remercier tous pour la qualité des échanges, la diversité des points de vue, mais aussi vous n'avez pas hésité à rentrer dans la complexité, à apporter de la nuance. Et je crois que c'est quelque chose peut-être qui nous manque en ce moment et qui est très important. Je crois aussi que nous avions des choses qui sont revenues beaucoup de fois, le climat, l'intégration internationale, un principe de réalité, être à l'échelle, la géopolitique, l'Europe, et aussi partage juste de la valeur ajoutée, la coordination, le potentiel des pays africains, des fermiers et des éleveurs colombiens dans l'innovation et les rêves, et aussi la vulnérabilité à un renversement de politique. Merci beaucoup. Merci à tous.